bonsoir à toutes et à tous d'ailleurs, d'abord. C'est un événement effectivement national, initié par l'historienne Christine Bard, qui est spécialiste des féministes de la première vague du XXe siècle. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers, et comme c'est l'éditrice des Mémoires d'une féministe intégrale de Madeleine Pelletier, c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Du coup, Christine Bard a décidé de proposer à tout le monde, celles et ceux qui le veulent, de faire des lectures publiques dans les librairies et les médiathèques. Donc voilà. Donc voilà, donc ça sera la dernière soirée ici. Ça s'est monté en 10 jours. Donc voilà, tout ça s'est monté tranquillement. Donc la prochaine rencontre, elle aura lieu en bas, Pierre Agobert, et ça devrait être normalement, il a reculé un petit peu, mais Hervé Letellier, qui sera là le 17 octobre, parce qu'il vient de sortir un livre très beau, dont on pourra lire aussi à la fin un petit passage. Et il en sort un autre au mois de septembre, le premier livre étant un livre plus une sorte d'essai, de réflexion sur la résistance, sur... Voilà, il parle aussi beaucoup d'aujourd'hui, c'est très beau. L'autre sera, d'après ce que j'ai compris, un livre purement de littérature. Néanmoins, même si je vais vous parler de deux événements à laquelle la librairie ne participe pas nécessairement, il y en a une où elle sera là et l'autre non. Le 16 mai, c'est donc jeudi, il y a une soirée autour des élections européennes. Bonsoir. Des élections européennes organisées par des citoyens. C'est pas du tout des partis politiques qui organisent cette soirée. L'idée, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne, la répartition des rôles entre le Parlement, la Commission, le Conseil. Il y aura un fonctionnaire du Parlement qui sera là. On verra aussi ce que fait l'Europe dans le Jovinien. Et donc ça, c'est jeudi soir à 18h30 au bâtiment Adrien Durand. Je suppose que c'est dans la... Non, je crois que c'est dans le centre géographique. Je crois que c'est la pharmacie. Oui, c'est le bâtiment moderne là en bas. Voilà. Normalement. Voilà. C'est où ça? Le bâtiment. On fera une publication. Il y a une publication qui a été très bien faite par un organisateur où il y a le plan. Donc comme ça, vous aurez ça. Et puis la communauté de communes du Jovinien organise la semaine de la biodiversité. Donc il y a tout un tas de programmes, il y a tout un tas de festivités, de rencontres, d'ateliers qui sont organisés. Et pour l'ouverture, il y a Marc-André Sellos qui vient, et donc nous serons là aussi afin qu'il puisse dédicacer ses livres. Et ensuite, ça sera le déménagement. Et ça sera bien. Voilà. Pardon? Alors là, je commence à avoir les bénistes qui me disent on sera là du temps à temps, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils démontent tout ça. Donc bon, voilà, ils passent la semaine prochaine pour nous donner, donc ça sera officiel, on connaîtra les dates officielles la semaine prochaine. Enfin, on vient d'apprendre qu'il y avait besoin de nouveaux travaux ce matin, donc je sais pas. On verra. Eh bien, on va commencer. Est-ce que tu peux quand même nous présenter un peu ce personnage assez étonnant? Oui, tout à fait. Volontiers, avec grand plaisir, parce que effectivement, moi j'ai découvert Madeleine Pelletier grâce notamment aux travaux de Christine Bard, donc depuis pas mal d'années. Et je suis donc contente d'en avoir appris encore plus grâce à cette édition et grâce à la fiche du Métron, donc le dictionnaire en ligne du mouvement ouvrier, auquel j'ai pris pas mal d'informations sur Madeleine Pelletier. Donc, qui était née le 18 mai 1874 à Paris, morte le 29 novembre 1939 à l'asile de Perret-Vaucluse à Épinay-sur-Orge. Donc, vous allez voir pourquoi. Madeleine Pelletier fut doctoresse en médecine, militante néo-malthusienne, féministe et pacifiste, franc-maçonne, socialiste puis communiste, collaboratrice de la presse libertaire. Elle est un peu fâchée avec tout le monde. Oui. Vous allez voir le Mais bon, c'est leur faute. Oui, c'est ça. D'habitude. C'est ça. Cinquième enfant d'une famille qui en compte à 6, dont beaucoup sont décédés en bas âge, Madeleine Pelletier passa son enfance dans la misère et connut une grave mésentente avec sa mère qui tenait une boutique de fruits et légumes. Son père, ancien cocher de fiacre, frappé d'hémiplégie, passa sa vie clouée dans un fauteuil roulant, mais discutait visiblement beaucoup avec sa fille. Madeleine Pelletier suivit des études
dans un établissement religieux, passa son certificat d'études primaires à 11 ans et quitta l'école. Bon. Livrée à elle-même, ayant le goût de l'étude, elle fréquenta la bibliothèque de son quartier et acquit en autodidacte une solide culture. Dès l'âge de 13 ans, s'échappant le soir du domicile familial, elle fréquenta un groupe féministe où elle découvrit, je cite, toute une voie lumineuse d'affranchissement et un groupe anarchiste où elle rencontra Louise Michel. Sa fréquentation d'un groupe féministe entraîna des discussions avec les anarchistes. Elle prit peu à peu ses distances avec les libertaires. Justement, pour réussir, pensant y arriver par la culture intellectuelle, Madeleine Pelletier passa son baccalauréat en 1897 en candidate libre et l'obtint avec la mention très bien en philosophie. Elle choisit de suivre des études médicales et d'anthropologie grâce à une bourse d'études de la ville de Paris. Entrée à l'école de médecine en 1899, à l'âge de 25 ans, elle fut la première femme à passer le concours de l'assistance médicale à Paris. Elle fut nommée médecin des bureaux de bienfaisance. Elle voulut concourir pour l'internat des asiles d'aliénés, mais l'entrée lui fut refusée, un règlement exigeant que les candidats aient des droits politiques. Donc, forcément, les femmes n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas concourir. Bon, logique. En 1904, une campagne de presse organisée en sa faveur par quelques journaux, dont la Fronde de Marguerite Durand, lui permit de devenir la première femme interne des asiles. Donc, elle accumule les succès. Toujours en 1904, Madeleine Pelletier demanda son admission à la philosophie sociale, loge de la franc-maçonnerie ouverte aux femmes, après celle du droit humain, fondée par une autre féministe, Mariée de Rêve. Madeleine Pelletier rencontra de très vives oppositions, les femmes étant suspectées d'attachement à la religion et à la réaction. Et c'est pour ça que la gauche disait pas de droit de vote pour les femmes, parce qu'elles vont voter comme les curés. Donc, Madeleine Pelletier fut obligée de quitter la maçonnerie. Son départ fut utilisé par le Grand Orient pour justifier sa politique d'exclusion des femmes. Ensuite, 2 ans après, en 1906, elle accepta de diriger le groupe féministe La Solidarité des femmes, on en reparlera, à la suite de Caroline Kaufmann, sa directrice. Et elle se distingua dans la bataille pour le suffrage des femmes. Au moment des élections de 1906, le groupe se manifesta, le groupe féministe. Alors, défilé en fiacre, banderoles, collage d'affiches, diffusion de tracts. Doutant de l'efficacité des manifestations qui dégénéraient souvent, puisque la police y mettait bon ordre, et emmenait les féministes au poste de police, Madeleine Pelletier décida de rencontrer les membres du groupe parlementaire socialiste. Ceux-ci lui promirent de nommer, dans les plus brefs délais, une sous-commission chargée de rédiger un projet de loi sur l'électorat et l'éligibilité des femmes. Alors, elle adhéra alors au Parti socialiste, écrivant « Le féminisme n'est plus isolé, il a un appui ». Le Parti socialiste bénéficiait en effet du très fort soutien des féministes, puisqu'il a été le premier parti politique en France de gauche à s'ouvrir à l'idée du vote des femmes. Toujours en 1906, Madeleine Pelletier proposa une résolution sur le suffrage des femmes au 3e congrès national socialiste qui eut lieu à Limoges. Son projet fut voté à l'unanimité, moins les 6 voix des Vosges, et on lui fit comprendre que si sa motion avait été votée, cependant, c'est parce qu'elle n'avait aucune importance. Si le vote des femmes était prêt de se réaliser, vous verriez les objections. On trouvera aussi ça d'ailleurs dans ses mémoires du féminisme intégré. Le 21 décembre de la même année, elle posa la candidature de 70 adhérentes de la Solidarité des femmes à la Chambre en demandant l'admission dans les réunions du groupe socialiste et en exigeant la nomination d'une sous-commission pour le suffrage des femmes. En 1908, lors des élections municipales, elle brisa avec Hubertine Auclair les vitres d'une salle de vote. Et elles ont été emmenées au poste. Et condamnées. Se définissant comme une féministe intégrale, elle revendiqua toutes les émancipations politiques, économiques, sociales, intellectuelles, sexuelles. En 1913, elle fit de la propagande antimilitariste auprès des femmes et participa à de nombreuses manifestations. Le revirement du militant socialiste Gustave Hervé la
trahison de la plupart de ses amis socialistes, leur adhésion à l'union sacrée, l'effondrement du grand rêve de la grève générale, révoltèrent Madeleine Pelletier. Donc, s'ensuivit la guerre, et les organisations féministes se transformèrent en ouvroirs. Des féministes s'inscrivirent à la Croix-Rouge, et elle partit, elle, sur le front, affirmant vouloir soigner Français et Allemands sans distinction. Bon, je passe. Après la guerre, elle devint rédactrice à La Voix des femmes, revue féministe et socialiste qui passa au communisme. Elle s'appliqua à être le porte-parole du parti auprès des femmes. En juillet 1921, elle partit clandestinement pour la Russie, n'ayant pu obtenir de passeport. Elle raconta ses souvenirs dans La Voix des femmes, puis ensuite elle a publié son récit de voyage, sous le titre « Mon voyage aventureux en Russie communiste ». J'ai pas. Qui n'est pas là d'ailleurs. C'est Non. dommage parce que... Mais il est, bon, on en reparle, D'accord. on pourra reparler dans la discussion. J'ai lu, c'est intéressant. Propagandiste zélée et lucide, elle critiqua la terreur, la bureaucratie, la misère de la population et son mysticisme, et surtout la place accordée aux femmes par la Révolution. Place peu valorisante. Alors, collaboratrice de l'Ouvrière, organe des femmes communistes, tout au long des années 1923 à 1924, elle quitta ensuite le Parti communiste. Reconnaissant que toutes les tentatives pour allier féminisme et socialisme ou communisme avaient fait faillite, elle prit des distances avec les partis politiques. Elle ne collabora plus dès lors qu'à la presse libertaire, à l'insurgé, à plus loin, au semeur contre tous les tyrans. En 1933, elle adhéra au groupement fraternel des pacifistes intégraux Mundia. Bon. Et on arrive en 1939. La police découvrit, à la suite d'une dénonciation, qu'elle pratiquait des avortements. Jugée au nom de la loi scélérate de 1920, votée donc au sortir de la Première Guerre mondiale pour repeupler, soi-disant, la France, elle fut convaincue de crime d'avortement. Alors, en raison de son état de santé, une hémiplégie, comme son père donc, elle fut enfermée dans l'asile de Vaucluse où elle mourut. Donc c'est pour ça. Et pour celles et ceux qui étaient là, ça nous rappelle le premier livre de Victoria Mass, Le bal des folles, qui parle justement des internements forcés. Voilà. Ou si on pense à Camille Claudel aussi, qui pareil a été internée parce qu'elle dérangeait. Donc voilà. Donc une femme au parcours assez riche et qui a aussi une plume assez acérée. Oui. Donc on va vous lire des extraits donc, de mémoires d'une féministe intégrale. Alors c'est pas ses mémoires jusqu'en 1939, puisque je pense qu'elle a écrit en 1919, c'est ça, donc c'est assez... Oui. Alors, et en fait, son manuscrit, elle a donné son cahier, enfin le manuscrit de ses mémoires, à une de ses amies qui s'appelait Marie-Louise Bouglet, qui était elle-même fondatrice d'une bibliothèque féministe chez elle dans son appartement parisien. Et donc c'est cette dame qui a gardé le manuscrit. Cette dame est décédée prématurément en 1936, mais bon, Madeleine Pelletier n'a pas pour autant récupéré son manuscrit, qui après a atterri, après bien des péripéties, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui ne s'occupe absolument pas de féminisme, mais bon, qu'il a précieusement conservé, et c'est ce manuscrit qui a été édité aujourd'hui par Christine Bard. Et qui a, avant d'être édité ici, a été édité en anglais et au Brésil. Donc on vous lit moi je vais vous lire le tout début, l'introduction. On pourra parler de ce qu'elle dit de Louise Michel. Tous les deux, on est d'accord pour dire que c'est un peu... C'est pas gentil. Et surtout que même l'éditrice a fait mis une petite note en disant qu'elle exagérait un peu. Copieusement. Je puis dire que j'ai toujours été féministe, du moins depuis que j'ai l'âge de comprendre. Tout enfant, les dictons sur la moindre valeur des femmes, qui revenaient chaque jour dans les conversations, me choquaient profondément. Lorsque, dans mon ambition puérile, la tête farcie de récits d'histoire de France, je disais que je voulais être un grand général, ma mère me rabrouait d'un ton sec. Les femmes ne sont pas militaires, elles ne sont rien du tout. Elles se marient, font la cuisine et élèvent leurs enfants. J'étais une enfant précoce et j'avais une grande indépendance de caractère.
Tout ordre dont on refusait de me donner les raisons me révoltait. À 13 ans, je quittais le soir le domicile de mes parents pour courir les réunions politiques. C'est ainsi que je fréquentais un groupe féministe, dont je ne me rappelle plus le nom, et qui se réunissait rue de Turenne, dans un rez-de-chaussée. Il y avait là Astier de Valzère, un ciseleur champi qui avait été candidat, quelques femmes dont je ne me rappelle rien, et un grand collégien qui m'intrigua beaucoup, tout d'abord à cause de sa voix. C'était une femme écrivain, Mertial d'Estoc. Ainsi, on pouvait s'habiller en collégien. Je découvrais là toute une voie lumineuse d'affranchissement. Mais je me rendais compte que cette voie ne m'était pas accessible. Il fallait être tout à fait libre et avoir de l'argent. On parlait entre autres choses de sport et notamment de l'escrime. Astier de Valzère s'était battu en duel avec une autre femme. Je jugeais cela très grand. Néanmoins, les arguments dont on se servait pour défendre le droit de la femme à faire de l'escrime ne me plaisaient pas du tout. On soutenait qu'il n'y avait rien de meilleur que l'escrime pour le développement des seins. Réduit ainsi à un moyen de mieux allaiter, l'escrime perdait à mes yeux toute sa noblesse. Il y aurait à dire là-dessus. L'escrime qui a pour fin la destruction est chose moins noble que l'allaitement qui donne la vie. Néanmoins, j'avais l'idée confuse que pour affranchir la femme, il fallait l'enlever à ses habitudes. En outre, il restait vrai que le droit à l'escrime devait être revendiqué comme tous les autres, parce que c'est un droit, et non sous le couvert hypocrite de développer une féminité qui n'avait valu aux femmes que l'esclavage. Je fréquentais aussi les groupes anarchistes où j'avais été entraîné par hasard. Je n'étais pas anarchiste en réalité. Je n'ai jamais pu me représenter la société sans gouvernement et l'approvisionnement individuel par la prise au tas des produits. Ma fréquentation du groupe d'Astier de Valzère me valait maintes algarades de la part des anarchistes. Je tentais vainement de leur expliquer que le suffrage politique, en dépit de ce qu'il pouvait avoir d'illusoire, était une étape par laquelle les femmes devaient passer pour s'affranchir. Ils ne voulaient rien entendre au fond, ne différant pas à cet égard des autres hommes, ils tenaient la femme pour un être inférieur. Ils l'acceptaient seulement comme une aide pour propager au besoin leur doctrine, ce que faisait Louise Michel. Je la voyais assez souvent dans les réunions, elle était grande, très maigre, son masque original, la noblesse de son expression effaçait sa laideur. Elle était toujours très pauvrement vêtue et fait de son indifférence bien plus que du manque d'argent, car elle gagnait beaucoup à ses conférences où elle faisait sale comble. Mais elle ne prenait aucun soin de sa personne, oubliant de se peigner, de se laver. En outre, quand elle avait un peu d'argent, il y avait toujours quelqu'un pour venir le lui souturer. Elle ne pouvait pas refuser. Il lui fallait soutenir le personnage qu'on lui avait fait. Il était entendu que la bonne Louise ne savait rien refuser et était capable de retirer sa chemise pour la donner à une pauvresse. Son éloquence était toute de sentiments, elle disait la misère des pauvres gens, les taudis glacés, les enfants sans pain. La révolution vengerait tout cela et après quelques jours de désordre, tout le monde serait heureux. Cette révolution avait dans son esprit quelque chose de mystique. C'était une force de la nature. Dans les images qui ornaient toujours ses discours, Louise Michel la comparait à un torrent, à une avalanche, à un tremblement de terre, à une marée qui submerge tout. Au fond, bien que Louise Michel se déclarait athée, la Révolution était pour elle une sorte de justice divine. Je lui reprochais en mon fort intérieur de ne pas être féministe, de consacrer ses dons, la force que lui donnait sa célébrité, au service des hommes. J'allais un jour la voir à Londres où elle s'était exilée volontairement par crainte de Constant, ministre de l'Intérieur, qui avait menacé de la faire interner comme folle. Je formulais mes préventions. Elle me dit qu'elle était féministe, mais que le mouvement des femmes étant trop exigu, elle était allée avec les hommes parce que l'action des partis masculins était plus large, plus intéressante. Une autre révolutionnaire. J'avais lu entre-temps une quantité d'ouvrages très divers et j'en avais tiré la conclusion que je ne savais rien. Je décidai de préparer mon baccalauréat toute seule. Dans un avenir lointain, j'entrevoyais des études médicales, mais seulement comme une possibilité. Ma mère, qui seule me restait, était très pauvre. Voudrait-elle, pourrait-elle jamais me donner l'argent nécessaire?
C'étaient les études qui maintenant me passionnaient, ou plutôt le désir ardent de réussir, car en eux-mêmes, les manuels du bachot n'ont rien de folâtre. Je délaissais les réunions sans regret, les anarchistes ne m'aimaient pas parce que je voulais affranchir mon sexe, et aussi parce que je me refusais à prendre un compagnon. On m'appelait l'unique Madeleine, la Jeanne d'Arc sans sexe. Je remercie ma chienne d'avoir été si collaborative. Qu'est-ce qu'elle a Excusez-nous, hein. Stratonis. Je maîtrise pas. Hein. Mais non, mais c'est une catastrophe. Vous recevrez une réunion au Sobilier, son stratoniste aussi, quand même. Excusez-nous, hein.